Spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima Traoré. Bonjour, bienvenue à tous. C'est le mardi 12 janvier, il est 10h05. Il est donc pile l'heure de jouer carte sur table à partir des studios Ben Daouda Silla de la radio Ndimba, la 100.1. Alors, comme toujours, nous allons avoir un invité, quelqu'un avec qui, messieurs, aujourd'hui c'est messieurs, oui, avec qui on va jouer carte sur table. D'ici qu'on commence, à 10 minutes de la fin de l'émission, vous allez envoyer dès maintenant vos questions à notre invité, on va le présenter. À quel numéro déjà? Korka est là, mademoiselle Korka nous est revenue, elle était un peu malade. Mais ça va, elle revient avec la grande voilà. forme, merci. Bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Je rappelle, à 10 minutes avant la fin de l'émission, ces auditeurs, on se fera le plaisir de relayer leurs différentes questions au 611 93 93 62, 611 93 93 62. 611 93 62. Donc vos questions par SMS, par WhatsApp. Donc celui qui a accepté de jouer carte sur table avec nous, il s'appelle Monsieur Stéphane Kefin Kaba. Bonjour Monsieur Kaba. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour d'avoir accepté de jouer carte sur table avec nous. Merci de me recevoir dans votre Alors émission. Monsieur Kaba, vous êtes franco-guinéen de nationalité et de culture, hein. Vous avez effectué votre service militaire en France après l'obtention de votre baccalauréat en sciences mathématiques et vos études en comptabilité et gestion. Vous êtes contrôleur de gestion de métier, entrepreneur, consultant et passionné d'écriture. Vous êtes président fondateur de la bibliothèque Petit Lac à Conakry qui possède 3000 livres dans les rayons, c'est cela, hein? Tout à fait. Voilà. Et vous avez écrit aussi Les Complaintes du Loup Blanc, recueil de poésie publié aux éditions Continentales en 2020. Vous avez aussi écrit La nage à compte courant, tome 1, des eaux troubles avec une sirène aux yeux bleus. Recueil de textes aussi publié aux éditions Continentales en 2021, un an après, hein. Vous êtes très prolixe. Oui, on peut dire. Voilà, on peut dire. Alors, après des années de vie, plus de 25 ans en Europe, en Amérique du Nord, France, Canada, vous êtes de nouveau installé en Guinée où vous êtes né il y a à peu près 56 ans. 55 ans plus 55 exactement. ans, voilà, d'accord, 55 ans plus exactement. Et vous êtes donc revenu en Guinée depuis 2010. C'est ça. Voilà. Et puis, donc, vous ne cessez de partager votre expérience acquise à l'international. Et vous participez, contribuez à la valorisation et la mise en avant de la culture, notamment à travers la création de la bibliothèque Petit Lac. Et je vous fais remarquer, chers auditeurs, que la bibliothèque Petit Lac, c'est le partenaire de la radio Ndimba. C'est cette bibliothèque et ses partenaires qui vous offrent des livres tous les matins dans la matinale. Alors, encore une fois, bienvenue, Monsieur Kaba. Merci. Est-ce qu'on a été fidèle un peu à votre petite bio là? Oui, tout à fait. Ah voilà. L'essentiel est là. Carte sur table, c'est parti. Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima Traoré. Monsieur Kefin Stéphane Kaba. C'est ça. Stéphane pour la France, Kefin pour la Guinée, c'est ça? Kefin et Kaba pour la Guinée. C'est mon côté métissé. Voilà. Donc mon père étant guinéen et ma mère française, ouais. Chacun m'a donné un prénom. Et donc, voilà. Je suis métisse par les noms aussi et les prénoms aussi. Et ça vous va? Bon, c'est à vous de en juger. moi, ça me convient. D'accord. C'est facile pour les métis, la vie en Guinée?
Bon, la vie n'est facile pour personne. Hein. Je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit une couleur de peau. Cela ne vous handicape en rien. Hein? Non, moi, c'est epsilonesque pour moi, la couleur de peau. Pour moi, ça ne rentre pas dans ma grille de lecture. Bon, ce n'est pas pour autant que je ne considère pas que la couleur de peau, dans certaines circonstances, joue un rôle plus ou moins positif ou néfaste. Je pourrais éventuellement m'avancer sur ce sujet avec vous si vous le souhaitez. Mais pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris l'altérité, qui m'ont donné une éducation dans la tolérance, les deux se respectant eux-mêmes dans leur culture réciproque. J'ai appris à respecter les gens plus par ce qu'ils font, leur personnalité. Je ne regarde pas la couleur, en fait. Parfait. Vous ne regardez pas la couleur et nous non plus. Carte sur table. Alors, baccalauréat en sciences maths, études en comptabilité et gestion. Vous êtes aujourd'hui fondateur d'une bibliothèque, vous êtes écrivain. Alors, comment est née cette reconversion, on va le dire ainsi? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça reconversion. J'ai toujours aimé lire, en fait. Au départ, c'est surtout la lecture. Hein. Donc, cette passion de la lecture qui m'a été transmise par mes parents et plus particulièrement mon père, qui était un grand lecteur et qui avait une grande bibliothèque. Hein. Et donc, j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aussi plus ou moins écrit, mais plus pour moi, en fait. Hein. L'écriture, c'est aussi pour moi un peu un défouloir, une manière aussi d'exprimer un peu plus ce que je ressens, ce que je pense, pour mieux me comprendre moi-même. Hein. Mais c'est surtout l'écriture à la base. Mais l'écriture aboutit souvent à l'écriture. La lecture aboutit souvent à l'écriture. Donc c'est cette passion de la lecture qui m'a amené quand je suis rentré en Guinée, à créer cette bibliothèque dans laquelle il y avait une notion donc, de transmission, et c'était aussi une manière de me socialiser un peu autour, dans mon quartier, des jeunes et tout ça, pour leur faire partager ma passion de la lecture. Donc mon feu père, Kaba Talibi, qui a été longtemps secrétaire général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ici, étant parti, j'ai profité pour transformer mon garage en bibliothèque et mettre à disposition une partie des livres donc, de mon père et aussi une partie des livres de ma bibliothèque privée. Bon, voilà, donc on a commencé comme ça et des amis aussi sont venus nous donner des livres en France comme en Guinée. Et voici un petit peu la genèse de la bibliothèque. Hein. D'accord. Donc c'est surtout une passion que j'essaie de partager, mais pour autant je reste toujours contrôleur de gestion de métier. J'exerce en tant que consultant auprès de clients qui viennent me voir, par exemple, pour faire des business plans, pour parler technique. Donc voilà, je n'ai pas renoncé à mon métier, mais j'ai plusieurs casquettes, si je puis m'exprimer comme ça. D'accord. Et la bibliothèque aujourd'hui a environ 3000 livres. Et donc, vous les avez réunis, comment vous avez dit qu'il y a déjà les livres de papa? Oui. Et après, quoi d'autre? Alors comment en fait, vous faites, il y a une partie des livres que j'ai récupérés de la bibliothèque privée de mon père. Certains livres qui sont toujours restés dans sa bibliothèque privée ne sont pas mis à disposition, bien évidemment. J'avais aussi, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu au Canada, en France, comme vous l'avez rappelé, donc dans ces va-et-vient, donc je n'ai pas conservé tous mes livres, mais une partie des livres personnels à moi que j'ai aimés, que j'ai conservés, je les ai amenés. Donc une partie des livres de mon père, des miennes, et aussi des amis à qui en France j'avais confié ce projet de créer une bibliothèque, étaient évidemment tout de suite intéressés de me donner des livres qui dorment dans les bibliothèques, qui ont déjà été lus et qui pourraient avoir une deuxième vie. Et donc, ils étaient intéressés par ce projet, m'ont donné des livres. Ensuite, est venu évidemment se greffer là-dessus notre cher Santi Kaba Yakité. Une fois que j'ai fait ma bibliothèque, était venu la visiter et a trouvé que le projet était intéressant. D'ailleurs, je rappelle que c'est la bibliothèque Petit Lac qui a servi plus ou moins de vitrine à Conakry Capitale Mondiale du livre à l'époque, parce que c'était la seule plus ou moins bibliothèque qui était finie et présentée et présentable, hein, si je puis me permettre cette expression. Santi Kaba vous le confirmera à l'occasion. Donc tous les étrangers qui venaient, les Italiens, les gens de Sharjah, des Émirats et tout ça, Santi les faisait passer à la bibliothèque. Et donc du coup, lui, il était en rapport avec une association qui s'appelle Guinéo. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le président étant Michel Bellikian, qui est à son 21e conteneur de livres et de matériel didactique ainsi que de matériel
Mélico. Carte sur table. Nous a donné beaucoup de livres aussi, donc on distribue et tout ça, donc c'est venu un petit peu plus ou moins compléter déjà ce que j'avais. D'accord. Voilà. Et je rappelle que Sansi Kaba est le patron des éditions L'Harmattan. C'est le directeur de l'Harmattan Guinée et il fut aussi commissaire général de Conakry Capitale Mondiale du Livre. Et il faut dire qu'il a beaucoup fait pour la lecture et la promotion du livre. Conakry Capitale Mondiale du Livre, projet auquel vous avez personnellement participé. Oui, en effet, puisque quand je l'ai fait, en fait, bon, je vous donne les détails. Quand j'ai fait ma bibliothèque, je ne connaissais pas Sansi Kaba Diakité, donc moi je voulais faire ça à petite échelle au niveau de mes amis. Donc quand j'ai fini le projet, j'ai fait venir des amis pour une petite inauguration autour d'un verre pour leur montrer qu'il y avait des livres à disposition, on pouvait partager les livres, nos lectures et pourquoi pas à travers le livre se retrouver, notamment des anciens amis que j'avais connus ici au lycée, parce que j'ai fait mon lycée en Guinée ici. Et ils m'ont dit, mais on n'a pas vu Sansi Kaba. Je dis, mais c'est qui ce Sansi Kaba? Ils m'ont dit, ah mais oui, c'est le directeur de l'Harmattan Guinée, il faut que tu le vois, il y a un projet Conakry Capitale Mondiale du Livre actuellement, tout ça. Il faut que tu fasses connaître par les médias et tout ça. Bon, au départ, moi je ne voulais pas faire de tapage là-dessus, tapage de communication médiatique là-dessus. Et donc mes amis ont insisté et tout ça. Non, il faut le faire, les gens vont être intéressés, ça sera plus connu et tout ça. Donc du coup, j'ai dû refaire une deuxième inauguration après avoir appelé M. Kaba, qui s'est révélé être mon neveu en fait. Donc ça prouve bien que la Guinée est une famille. Oui, comme dit l'autre. Ouais. Voilà, comme dit l'autre. Et donc du coup, il est venu avec des visiteurs qui étaient là à l'époque, des Émirats Arabes Unis, qui devaient reprendre le flambeau de Conakry Capitale Mondiale du 2 ans après. Et ça lui a plu, et puis donc il m'a associé à Conakry Capitale Mondiale du Livre, et je fus notamment celui qui l'a remplacé à Athènes pour transmettre le flambeau à la ville d'Athènes qui devait reprendre après Conakry, Conakry Capitale Mondiale du Livre. Il faut dire que Capitale Mondiale du Livre, c'est le premier pays francophone, c'est la Guinée qui a eu ce label de l'UNESCO, donc ça s'est fait sous l'égide de l'UNESCO. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pendant un an, on a la lumière du monde qui est restée braquée sur la Guinée. Est-ce que vous pensez que cela a engrangé quand même des résultats? Bon, les résultats, je ne peux le dire qu'à mon niveau, mais je pense qu'il faut peut-être demander ça plus à Sansi. Il a dû sans doute faire un retour ou une étude pour voir l'impact, une étude d'impact et tout ça. Mais pour ce que moi je vois sur le terrain, que j'ai vu sur le terrain, quelques points de lecture qui ont été construits, qui sont à disposition, sont là, ils ont le mérite d'être là. Okay. Maintenant, l'activité autour pour faire vivre le lieu, ça c'est autre chose. Bon, moi je trouve que quelquefois certains points de lecture sont plus ou moins délaissés, mais il y a peut-être un travail de fond à faire. En tout cas, chacun a fait sa part et malheureusement pour faire vivre la chose, il faudrait aussi peut-être un soutien institutionnel. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on se débrouille, chacun fait ce qu'il peut. Après, les institutions, souvent, elles ont leur lourdeur administrative qui fait qu'on n'arrive pas toujours à aller dans le concret immédiatement. Moi, je suis plutôt un homme du faire, donc je suis dans l'action de faire, je ne suis pas dans les paroles. Vous pensez qu'il faut quoi pour faire vivre ces points de lecture? D'abord, je pense que ces points de lecture, Sansi a fait un effort là-dessus. Il faut responsabiliser les jeunes. Et c'est ce qui a été fait donc, dans le cadre de Conakry Capitale Mondiale du Livre. Donc chaque point de lecture, je crois, est sous la responsabilité d'un jeune responsable pour le point de lecture. D'abord, il faudrait un soutien, parce que les points de lecture relèvent sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, et il faudrait peut-être dégager des fonds pour animer, vous savez, animer une soirée lecture, un atelier d'écriture, il faut un peu. Donc il faut aussi, il ne suffit pas de responsabiliser les gens sur les points de lecture, il faut les soutenir. Ces jeunes-là, c'est des jeunes de 25 ans qui sont souvent des universitaires. Ils ont besoin de construire leur vie, de travailler et tout ça. Donc s'il n'y a pas une rémunération qui suit, par exemple, pour ces points de lecture, la responsabilité de ces points de lecture, le jeune, il va se démotiver tout simplement. Il va finir, alors qu'il est universitaire, à aller vendre ou aller en mototaxi, rouler pour gagner son pain. C'est ça la réalité du terrain. Parfait. Alors, et au niveau de la bibliothèque de Petit Lac, vous employez un personnel?
Alors moi, la bibliothèque du Petit Lac, en fait, moi, comme je travaille en semaine, le week-end, j'allais dire, je retrousse les manches pour gérer, parce que je n'arrive pas à motiver un jeune pour prendre la responsabilité d'une bibliothèque. Je rappelle que bibliothécaire, c'est un métier, hein, c'est un métier très noble. Hein, et donc, je crois qu'ici, ça n'a pas été enseigné ni aux adultes, ni aux jeunes. Hein. Donc, très souvent, on retrouve certaines bibliothèques qui sont gérées par des vieux retraités. C'est une autre génération, donc ils ont une lecture des choses. Donc, c'est un métier noble, il faut un peu de culture, certes, et c'est un métier qui s'apprend. Alors évidemment, moi, ma bibliothèque Petit Lac est la taille humaine, hein, mais vous savez, il y a des bibliothèques universitaires, telles que la bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal, où j'ai étudié en partie, c'est 10 000, 100 000 livres à gérer. C'est donc 100 000 livres à gérer, à la sortie-entrée. C'est un métier, c'est tout un savoir et un savoir-faire derrière. Bon, donc si les enfants ou les jeunes, je dis les enfants parce que j'ai un fils de 26 ans, donc je peux dire mes enfants, ce sont mes enfants. Si on leur fait pas comprendre que le métier de bibliothécaire, c'est quelque chose de noble et qu'on peut gagner sa vie là-dedans, c'est un peu difficile. Vous n'avez pas pu motiver un jeune, quelqu'un en tout cas pour prendre la bibliothèque. La motivation, c'est quoi? Vous n'avez pas pu avoir de l'argent pour payer un salaire à un bibliothécaire? Alors moi, en fait, c'est au coup par coup. Ouais. Comme la bibliothèque, elle vit chez moi, elle n'est ouverte que le week-end. En semaine, elle n'est pas ouverte. Donc, les jeunes ne viennent que quand il y a des événements. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a le Léo Club. Hein, c'est des jeunes filles qui sont du Lions Club qui en ont fait leur lieu de réunion. OK ? Donc elles viennent et c'est à leur disposition, et font des événements et d'autres. Bon, j'ai aussi des amis qui envoient leurs enfants. Donc le week-end, c'est moi qui gère actuellement. Okay, mais il n'y a pas suffisamment d'activités derrière qui ferait qu'il faudrait quelqu'un d'embaucher à plein temps. Oui. Donc, j'ai aussi mes cousins qui viennent m'aider et tout ça. Donc, on fait vivre ça un peu c'est du bénévolat. C'est du bénévolat et c'est en famille. Donc, je ne peux pas payer un salaire à quelqu'un qui n'est pas à plein temps. Je donne un peu comme ça de l'argent de poche sur les activités et tout ça. Et surtout que vous distribuez ça gratuitement. Alors, comment d'ailleurs vous faites cette distribution? Quels sont les critères comment vous faites avec la communauté? Alors, en fait, je me suis rendu compte que plutôt que d'attendre que les gens viennent au livre, donc à la bibliothèque Petit Lac, c'est, comme on a du stock de livres, pourquoi pas ne pas amener le livre au lecteur. Okay. Et en l'occurrence, les écoles. Et donc, j'ai initié la démarche d'aller vers les écoles pour donner aux écoles des livres que nous recevons. Je précise que je fais du bénévolat. Hein. Et donc, la priorité étant donnée aux écoles publiques. Je dis tout de suite, avant d'aller plus loin, que l'école publique en Guinée est malheureusement, entre guillemets, à l'abandon. Oui. Il n'y a pas de salle de lecture, il n'y a pas de... Dans la plupart, en tout cas, des écoles que j'ai visitées, il n'y a pas de bibliothèque. Donc, quand nous trouvons des bibliothèques qui sont dotées d'étagères ou de salles de lecture et tout, là, on leur donne aux écoles publiques des livres à disposition. Mais dernièrement, je me suis rendu compte, à force de voir que c'est pas toujours évident d'avoir des écoles publiques qui sont dotées de salles de lecture et de bibliothèques, qu'il fallait peut-être ouvrir un peu plus large. Je suis donc allé vers les écoles privées. Okay. Quelques écoles privées avec des grilles de conditionnalité qui font que je vais d'abord rencontrer les autorités pour voir un petit peu s'ils rentrent dans nos grilles pour bénéficier des dons. Là, d'ailleurs, pas la semaine prochaine, demain, je dois faire un don aux écoles, les Écureuils, qui est à Lambagny, qui est une maternelle qui est extraordinaire, hein, qui n'a rien à envier, par exemple, aux écoles maternelles en France. Hein. Donc, c'est un monsieur, Éric Didier, qui a fait tout un travail de fond là-bas avec, évidemment, des institutrices. C'est formidable ce que j'ai vu. Donc ça m'a redonné, ça m'a remis du baume au cœur parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des gens dans les écoles privées ici, bien qu'on a tendance à toujours taper sur les écoles privées, il y en a qui font des efforts. Hein. Donc voilà, donc il faut préciser, toujours nuancer les choses. Je suis le premier à dénoncer celles qui sont des machines à cash. Hein. Donc on sait aussi qu'il y en a beaucoup. Hein. Et je suis pas du genre à comment dirais-je, à ne pas
à faire de la langue de bois sur ce sujet. J'ai assez, depuis 4 ans et demi, œuvré là-dedans pour avoir un point de vue. Donc voilà, je ne prétends pas avoir la vérité divine. Bon, mais pour les donations, voilà un petit peu comment ça se passe. Ok. Donc, et on donne aux écoles, et on a ouvert aux écoles publiques, et privées plutôt, et qui sont beaucoup plus motivées, je me suis rendu compte, de recevoir des livres. Hein, parce qu'il y a certains qui ont des écoles privées ici, et qui ne sont pas forcément des gens qui ont des milliards. Hein, donc certes, ils ont eu à un moment donné de quoi faire construire des murs pour faire des écoles, mais il faut faire vivre la chose. Et les écoles ici, on ne peut pas les mettre trop cher, donc ils ne gagnent pas beaucoup dans certaines écoles. D'accord. Et c'est quel genre de livre vous donnez? Alors, donc en fait, moi c'est plutôt de la littérature, ce que j'appellerais les livres de culture et loisirs, c'est-à-dire des romans, la littérature jeunesse et tout ça. Parce qu'en fait, on avait fait aussi des dons de livres scolaires. On se rend compte que nos livres viennent de France, hein, donc on se rend compte que les programmes, on le savait, hein, les programmes ne sont pas les mêmes et tout ça. Donc les écoles qui ont bénéficié, les premières écoles qui ont bénéficié des donations, les renvoient. Bon, alors évidemment, j'ai trouvé d'autres moyens de les écouler en donnant aux jeunes directement sur les stades, les terrains de football et tout. J'ai fait des activités là-dessus. Donc c'est des livres de culture et loisirs que nous donnons, donc comme je l'ai cité. Voilà, donc et en fait, la littérature, les romans, presque tout est dans le roman. Alors voilà. D'accord. Et vous donnez vos livres. Vous parliez des machines à cash au niveau des écoles privées. Oui. Mais il y en a aussi au niveau des librairies, de l'édition et tout. Est-ce qu'on ne vous fait pas le reproche de tuer les marchés de certaines personnes? Parce que ça aussi, c'est vraiment une machine à sous, hein, le livre. Oui. Vous donnez, les autres vendent. Oui, alors évidemment, il y en a qui en vivent, et moi, je suis plutôt bénévole, donc on va dire un électron libre. Hein. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais bon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas de soucis avec les autres, avec les vendeurs de livres? Bon, j'ai pas eu de déclaration de guerre ouverte, D'accord. on va dire comme Déclaration ça. de guerre ouverte, d'accord. Mais ça fait une déclaration de guerre tout de même, pas ouverte, une guerre de tranchées. C'est moi qui suis plutôt en guerre contre l'ignorance. D'accord. Donc je pense qu'en fait, le livre permet l'acquisition du savoir, et c'est le savoir qui nous libère. J'ai souvent l'habitude de dire, lire des livres. Hein. Donc moi, je suis en guerre. Alors évidemment, je suis un ignorant qui se sait. Donc c'est déjà la première marche. C'est-à-dire qu'après, j'essaie de me guérir. Hein. Donc du coup, voilà. Donc c'est à travers le livre que je lutte contre l'ignorance. En tout cas, du moins, j'essaie de lutter contre l'ignorance en amenant les gens à lire pour leur permettre d'avoir un regard critique, tout simplement. Ouais. Donc, Vous êtes en guerre contre l'ignorance, ça c'est très bien dit. Mais cette guerre, je ne sais pas, est-ce que vous pensez la gagner? Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on est dans un pays où les gens pensent beaucoup plus à nourrir le ventre que l'esprit. oui, c'est Camus qui disait certes, l'homme a besoin de pain, mais il a également besoin de poésie. Ouais. Hein. Donc, vous ne trouvez aucune civilisation humaine qui ne s'est construite autour d'une religion. Une religion, en général, ça procède d'un livre. En tout cas, les religions monothéistes. Ok. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais ça procède d'un livre, donc de la poésie. Le Coran, par exemple, qui est pour les Guinéens qui sont en majorité musulmans ici, c'est un livre, c'est de la poésie en grande partie. Hein. Donc, bon. En arabe littéraire. Donc, du coup, oui, quand on part en guerre, on part pour la gagner. Évidemment, il ne faut pas être dans une ambition démesurée, mais je ne veux pas gagner toutes les batailles, comprenez? Je veux gagner la guerre. Donc, quand je me suis lancé dans la création de la bibliothèque Petit Lac, il va sans dire que je savais très bien que j'étais dans un pays où on n'est pas dans un pays de culture de lecture. Le taux d'alphabétisation en Guinée aujourd'hui est autour de 32 à 33%. Donc, il va sans dire que vous ne trouverez pas chez tout le monde, dans les familles, des bibliothèques. En général, ça sert à mettre des bibelots et pas des livres.
Au pire, vous trouverez, ou au mieux, vous trouverez un Coran qui n'est pas nécessairement lu. Donc, Oui. pour tout vous dire. Donc, je le confirme. Voilà, qui est juste fait pour décorer. Bon, donc, on retrouve un peu de moisissure dessus. Voilà, encore faudrait-il le lire pour pouvoir avoir un critique. Bon, je ne suis pas théologien, donc bref, il faut lire en tout cas. Tous les livres sont bons. Les Harlequins, vous lisez, c'est parfait, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Les gens ont tendance à dire, oh, mais ça c'est de la littérature, comme on dit en France, la littérature de gare et tout ça. Non, tout livre pour moi est respectable. Et évidemment, tout ne se vaut pas. C'est sûr que quand vous prenez un Victor Hugo, vous ne pouvez pas le comparer à quelqu'un qui écrit, quelqu'un comme moi par exemple, pour ne pas aller chercher des noises chez quelqu'un d'autre, évidemment. Donc c'est... Nous rappelons donc que vous êtes aussi donc, écrivain et que vous avez écrit Les Complaintes du Loup Blanc, un recueil de poésie publié aux éditions Continentales en 2020. Et La nage à compte courant, tome 1, Des eaux troubles avec une sirène aux yeux bleus, recueil de textes publié aux éditions Continentales. Alors vous, c'est Monsieur Stéphane Kéfine Kaba. Vous êtes le patron, le fondateur de la bibliothèque Petit Lac à Conakry. Alors, chers auditeurs, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à Monsieur Kéfine Kaba au 611 93 93 62, au 611 93 93 62, et Mademoiselle Kolka va relayer le moment venu des questions à Monsieur Kaba. Alors, Carte sur table. Monsieur Kaba, à qui nous allons donc poser cette question. Que pensez-vous en général de la politique du livre en Guinée? Alors, la politique du livre, il faut dire que dans le cadre de Conakry Capitale mondiale du livre, un travail de fond a été fait. L'association des libraires ont été créées. Il y a aussi ce qu'on appelle ici les librairies par terre, les librairies qu'on voit dans nos villes qui vendent sur des tables en détail, qui sont là, ou dans les marchés. Un travail de fond a été fait, donc au niveau institutionnel, des documents existent pour la politique du livre et tout ça. Mais je vous dis toujours, en Guinée, nous savons écrire des choses, nous savons faire des belles phrases, nous savons monter en théorie des choses, mais moi, je vous dis, je suis dans le faire. Qu'est-ce que je vois sur le terrain? Il y a encore, certes, ça a été fait, tout ce que je viens de dire, du travail a été fait. Il y a encore des montagnes à abattre en ce qui concerne la politique du livre. Parce que quand vous allez, par exemple, à l'intérieur du pays, comme on le dit, en province, vous trouvez dans des bibliothèques préfectorales, qui pour beaucoup existent depuis longtemps, il y a des livres, mais vous avez ça d'épaisseur, j'allais dire 5 mm d'épaisseur de poussière sur les livres. Et vous vous rendez compte que ce sont des livres qui sont là et qui ne servent pas. Voilà. Et il faudrait éventuellement faire une étude d'impact de ce qui a été fait et de savoir pourquoi ça ne prend pas. Parce que quand on parle quand même de la politique du livre, il ne faut pas se voiler la face, on parle de la partition de l'État, du gouvernement. Oui, en partie, mais attention, il ne faut pas toujours tout mettre sur le gouvernement. Oui, mais dans cette partie qu'on met sur le gouvernement, je veux qu'on parle de cela. L'État-providence, vous trouverez en moi un défenseur pour certaines choses. Et évidemment, au niveau institutionnel, le livre en Guinée, nous sommes un pays pauvre, disons-le. Le livre en Guinée a besoin d'une participation effectivement active de l'État, en tout cas des départements de tutelle concernés, en l'occurrence le ministère de la Culture et autres. Donc il faut un soutien. Il faut faire vivre déjà l'existant. Déjà, step by step, c'est-à-dire pas à pas. Faire vivre l'existant, ça veut dire que les 26 points de lecture qui ont été construits à Conakry, il faut s'assurer que ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, savoir qu'est-ce qu'il faut apporter pour rendre le livre plus séduisant et pour attirer plus les jeunes. Dans les écoles publiques, il faut nécessairement créer des salles de lecture et des bibliothèques. Imposer des heures de lecture aux jeunes enfants, notamment en maternelle et au primaire, dans la semaine. Au moins 1 heure par semaine, par semaine, si ce n'est plus, de lecture. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants soient au contact très tôt du livre. J'allais presque dire, comme on dort avec son doudou, il faudrait qu'il ait le livre à son chevet.
Vous comprenez? Parce que c'est un goût qu'on prend très tôt. Et c'est un plaisir que de lire. C'est presque même une jouissance que de lire. Après, quand on grandit, on se rend compte que ça nous ouvre des univers qui ne sont pas nécessairement les nôtres. La lecture permet de se démultiplier. La lecture permet de rentrer dans des univers des auteurs, de rencontrer des gens qu'on ne pourrait même pas rencontrer dans la vie active, dans la vie au quotidien. Bon. Donc, les écoles publiques, il faut sortir de cet abandon. J'insiste, les écoles publiques sont abandonnées. Ouais. Il faut créer des points de lecture. Il faut créer des bibliothèques dans chacune des écoles publiques. Je vous assure, quand vous visitez les écoles publiques, vous verrez comment les enseignants se démènent. En Guinée, ici, on a fait des enseignants, on a fait une pyramide renversée. La crème, on dit la crème. La crème, ce sont les enseignants. Oui. Ce sont les médecins. Oui. Ce sont ceux qui détiennent le savoir. Les gens, ils tiennent leurs enfants le matin pour aller les mettre à l'école où les enfants passent des heures et des heures et on dénigre les enseignants constamment ici. Même au sommet, on dénigre les enseignants. Les enseignants ici, c'est un métier qui est dévalorisé. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de folie ambiante? Et pourtant, ces enseignants sont là, ils se démènent, ils font du maximum avec le peu de moyens qu'ils ont pour aider les enfants. Mais si on ne valorise pas le métier d'enseignant, si les formateurs ne sont pas formés, comment voulez-vous qu'on donne le goût de la lecture aux enfants? Comment voulez-vous que les enfants ils acquièrent un savoir à travers la lecture? Mais je suis un peu ému, excusez-moi. Non, je vous en prie, vous avez raison. Quand je suis dans les écoles, j'ai mal au cœur, je vous le dis. Oui, on a souvent mal au cœur quand on est dans les écoles, et surtout quand on pense que ce pays est celui de Kamara Lai, de William Sassine, de Moné Nembo, de Fantouré, de Fodeba Keita, et que la culture en général, elle est toujours reléguée au second plan. Ça vous agace, ça? Ça me fait mal au cœur. Ouais. Donc, c'est même pas que ça m'agace, ça me fait mal au cœur. Ça m'agacerait à la rigueur, ça voudrait dire que ce serait léger. Je mettrais ça de côté, mais ça me fait mal au cœur. D'où mon implication vraiment corps et âme dans la diffusion du livre et de mettre à disposition des livres, de retrousser les manches, de suer, de transpirer, de faire le manœuvre pour amener les livres aux gens. Donc, ce n'est pas rester sur ses grands chevaux ou monter sur ses grands chevaux pour dire le livre. Il faut transpirer. Il faut porter des cartons qui pèsent, qui ont 50 livres dans chaque carton. Il faut motiver les jeunes. Il faut les faire venir. Il faut leur dire il y a une satisfaction morale derrière qui vaut peut-être mieux que les 100 000 francs que je vais te donner derrière. Mais encore faut-il que tu adhères à la philosophie, que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Tu agis sur ton environnement. Tu agis sur ta société plutôt que de s'asseoir sous les manguiers et parler de politicaille tout le temps. C'est même pas de la politique qu'on parle. La politique, c'est passionnant, c'est un métier noble, mais on fait pas de politique en Guinée. Oui, d'accord, on ne fait pas de politique en Guinée. Et nous allons certainement savoir avec Korka si nos auditeurs viennent aussi vraiment de la culture, parce que d'habitude, quand c'est des politiques, ils nous envoient des questions. J'espère qu'ils ont commencé à réagir. On va si les auditeurs Carte Sud-Table. Si la culture, ça les intéresse, en tout cas, ils peuvent envoyer des questions. On les met défi quand même d'envoyer vraiment des questions au 611 93 93 62, 611 93 93 62 pour Monsieur Kefing, qui a vraiment mal au cœur quand il parle du livre de la culture en Guinée, tout comme d'ailleurs la plupart des Guinéens qui pensent, les Guinéens qui pensent. Voilà, je pense. Je ne suis pas en train de dire que tous les Guinéens ne pensent pas, mais en tout cas, les Guinéens qui pensent, cette situation leur fait mal au cœur. Alors, M. Kaba, est-ce qu'on peut parler maintenant des 72 heures du livre? Vous parliez de Conakry, capitale mondiale du livre, mais il y a déjà un événement qui est mis en place par les éditions L'Harmattan, par L'Harmattan Guinée, et qui passe tous les ans, c'est les 72 heures du livre. Qu'en pensez-vous? Monsieur Traoré, permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse avant de vous parler des 72 heures de livre. Oui. Par exemple, nous sommes dans une émission radio ici, la radio s'appelle Ndimba. Ouais.
Pour vous dire que c'est la culture qui permet de s'approprier sa propre histoire. Ndimba, souvent on entend les gens dire Nimba. Ouais. Ndimba, c'est la même chose que Nimba. C'est le Demba, c'est la déesse Tumba. de la fécondité. Ouais. On a ça sur notre monnaie, on a ça partout, c'est presque même devenu notre mascotte, une mascotte de la Guinée. Ouais. Donc Ndimba, je suis prêt à parier que beaucoup de gens ne savent pas que c'est Nimba. Kondemba, certains le prononcent au pays Dumba, les Bagas disent Dumba. Voilà, donc, et figurez-vous que l'art Baga, par exemple, même le grand Picasso s'en est inspiré. Oui. Vous comprenez? Donc, mais si on dévalorise nous-mêmes notre culture, on délaisse notre culture, et que finalement, on est acculturé, mais ça veut dire que les gens, ils feront de nous ce qu'ils veulent, parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Et la nouvelle génération, il faut leur dire que c'est à travers le livre, la lecture et le savoir, la possession du savoir qui peut permettre de s'affirmer et de pouvoir faire face aux nouveaux défis du monde qui s'est ouvert à nous. L'Afrique étant le continent du 21e siècle, comme on le dit. La Guinée, avec toutes ses potentialités, si nous ne développons pas le savoir, nous ne mettons pas le savoir à disposition de la nouvelle génération, nous allons tourner en rond. Et je rappelle que vous signez des chroniques parfois dans la presse en ligne, mais aussi sur votre page Facebook, où vous rappelez parfois la légende. Je me rappelle qu'une des légendes, c'était la légende de Ninginanga, voilà, le Tambalumbe, et ainsi de suite. Voilà, donc tout ça sont des éléments culturels. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les 72 heures du livre? Alors, les 72 heures du livre, c'est le 23, 24, 25 avril, et la 14e édition aura lieu cette année. C'est un événement autour du livre qui a été initié par notre cher Sansi Kabadiakite, directeur de l'Harmattan. J'ai moi-même participé en tant que bénévole aux 72 heures du livre, c'était à la 11e édition. Il m'avait confié une responsabilité de gérer tout ce qui était activité autour du Centre culturel franco-guinéen, parce que c'est en partenariat avec le Centre culturel franco-guinéen que très souvent il fait cet événement, qui est un événement qui est devenu un passage incontournable quand il s'agit du livre, et en tout cas de la mise en lumière du livre à Conakry et en Guinée. Bon. C'est aussi tous les éditeurs sont mobilisés, et beaucoup d'écrivains sont mobilisés. Il y a des activités de dédicaces, des séances débats qui sont faites. Beaucoup d'auteurs étrangers aussi viennent, la presse étrangère. Quand j'ai participé, RFI était là pour faire une émission. Donc ça m'a fait aussi découvrir beaucoup d'auteurs guinéens et qui sont aujourd'hui très actifs à l'association des écrivains de Guinée, et qui sont situés à Taouia, pas loin de la bibliothèque Petit Lac. Donc c'est un événement qui est d'importance dans le cadre du livre. Vous pensez qu'il se fait bien, cet événement? Bon, je n'ai participé qu'à la 11e édition. Je pense que, comme tout, on peut s'améliorer. D'accord. En faisant quoi, par exemple? Par exemple, alors évidemment, il faudrait voir les soutiens financiers qu'on a, et en fonction des moyens qu'on a, parce que c'est en fonction aussi des moyens qu'on a qu'on peut faire des choses en fonction de la taille qu'on veut en faire. D'accord. Bon, ça, encore une fois, je n'ai pas trempé, si je puis dire, dans tout ce qui est la partie finance et tout ça. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Je ne connais pas les finances de l'organisation des 72 heures du livre, et je ne veux pas les connaître d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, je suis là en tant qu'éventuellement conseiller, consultant, et ça a été le cas, et bénévole. Bon, maintenant, depuis la 11e édition, je n'y ai plus participé parce que je suis plutôt concentré sur la bibliothèque Petit Lac, les dons de livres. Parce que vous avez constaté des manquements, des petits soucis. Bon, on n'a pas forcément toujours la même lecture que l'équipe 72 heures du livre, et ils ne m'ont pas sollicité après la 11e édition pour la suite. Donc, et quelle est votre lecture à vous, et quelle est la lecture des organisateurs de 72 heures de livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma lecture, bon, il n'y a pas de conflit. Disons-le clairement. J'ai été sollicité pour la 11e édition, je n'ai pas été sollicité pour la 12e ni la suite. Je ne vais pas m'imposer. Donc moi je suis bénévole, donc si on me demande, et encore faut-il que j'ai le temps pour le faire, vous comprenez? Donc, vous avez trouvé un peu casse-pied? Je suis un peu rigoureux.
Et donc la rigueur ici, effectivement, est souvent un peu dérangeante dans la manière de faire. D'accord. Et ça, c'est dit de manière très sage. Merci. Donc, M. Kaba. Alors, Koka, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que nos auditeurs nous ont fait démentir? Forcément, au 611 93 93 62, on a eu quelques réactions. Donc, voilà, nous disons. Ah oui, nos auditeurs, ils sont intéressants. Ils sont intéressants, ouais. Donc, nous disons merci à M. Kaba, Kéfine Stéphane, hein, c'est ça. Alors, pour sa générosité, qui nous offre des livres chaque petit matin. Donc, nous avons la première réaction de Fasciné Bangoura qui dit bonjour la radio. En Guinée, il y a eu pas mal de stratégies pour amener les gens à la lecture, mais pour moi, c'est pas gagné. Alors, pour vous, quelle est la meilleure stratégie, M. Kaba? Bon, je viens de répondre en partie. Oui. Vous pouvez le dire de manière un peu résumée. Voilà, pour d'abord, je dis mettre les livres à disposition des jeunes dès le primaire. Ouais. En mettant des salles de lecture, des bibliothèques dans toutes les écoles publiques. Ouais. Les plus écoles privées en général les ont. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, inonder la Guinée de livres. Inonder. C'est-à-dire que à chaque coin de la Guinée où on se positionne, où on va, il faudrait trouver des livres dans les maisons, partout. Moi, je suis allé au pays Baga il n'y a pas longtemps, on parlait du Demba, mais c'est le Moyen-Âge, excusez-moi, M. Traoré. C'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. Peut-être sur le plan aussi de prix, faire en sorte... Est-ce que le livre, il est taxé en Guinée? Alors, le livre... il faut faire la différence entre le livre scolaire et le livre, ludique. Le livre scolaire, c'est surtout ce qui marche le plus ici. Oui. Bon, malheureusement, nous sommes dans un monde où il faut bien vivre. Hein. Ça, c'est le business. C'est le business. Et les éditeurs se plaignent même souvent parce qu'ils n'ont pas les marchés. Quand vous prenez par exemple, oui, ils n'ont pas le marché, par exemple, je ne comprends pas pourquoi Sansi Kaba, depuis 11 ans qu'il est ici, il n'a pas eu au moins une fois, ça je suis informé de ça, au moins une fois le marché de livres scolaires. Voilà. Alors qu'il en a la capacité, je les me rappelle compétences. aussi, la SAEC de Tamsi Nian disait la même chose, je me rappelle. Je ne veux pas rentrer dans des défenses d'intérêts sur des sujets que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Je me pose juste la question de savoir comment se fait-il que Sansi Kaba, qui s'est déméné autant pour les livres ici en Guinée, n'a pas au moins le marché de livres scolaires, ne serait-ce qu'un an, pour lui permettre d'avoir une assise financière. Parce que de toute façon, de faire des côté, grandes choses. Oui, de l'autre côté, quand si le livre il est trop cher, il va sans dire qu'on ne l'achète pas. Alors il faut subventionner. Voilà. Tout simplement. Parfait. Tout simplement. Il ne faut pas avoir de complexe. Comme le riz et tout ça. Voilà, il faut subventionner le livre. Voilà. Donc je parlais de Camus qui disait qu'on avait aussi besoin de poésie, c'est-à-dire de lire, la nourriture de l'esprit. Johanna Barry l'a chanté ici. Donc il faut subventionner. Il faut subventionner le livre. Et je rappelle aussi que vous avez dit, par exemple, qu'il faut imposer 1 heure de lecture dans les écoles publiques pour les élèves. Dans la stratégie, il faut imposer 1 heure de lecture au moins par semaine, si ce n'est plus. Voilà, si ce n'est plus. C'est aux enseignants de voir selon le programme. Autre question? Oui, forcément, il y a une autre personne qui n'a pas signé ici, qui nous écrit de Matoto, qui demande quels sont les défis du livre en Guinée aujourd'hui. Les défis du livre, alors je ne sais pas si je comprends bien la question, mais les défis du livre, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure en forme de boutade, que je suis en guerre contre l'ignorance, c'est bien peut-être même un peu prétentieux de ma part, mais soit, j'accepte cette prétention. Mais le défi, c'est, encore une fois, c'est comment amener les gens à lire, à trouver que dans le livre, il y a du plaisir à lire. Il y a un passe-temps où on apprend des choses. D'accord. C'est du plaisir. Alors évidemment, si les gens restent sur des livres qu'ils ont lus en université, qui a été un peu rébarbatif, ils sortent sur cette note un peu douloureuse parce qu'ils étaient obligés de lire, oui, on peut comprendre ça. Je suis passé par là. Mais il faut
que... Il faut prendre du plaisir à lire. Il faut trouver du plaisir à lire. Ouais, et il y a du plaisir à lire. À lire, voilà. Et une dernière question. Dernière, alors je vais prendre celle-ci. S'il y en a, hein, s'il y en a. Donc alors il y a un autre qui nous écrit, Dora Thomas, qui veut savoir quelles sont les difficultés que M. Kaba a rencontrées avant d'ouvrir cette bibliothèque qu'il a aujourd'hui. Allez-y, M. Kaba. Oui. Alors, enfin bon, je vais juste peut-être dire quelques anecdotes. Les difficultés, ça j'ai l'habitude, hein, j'ai 55 ans, on les transcende quand on décide de faire un projet. Dans mon cas, je vais toujours jusqu'au bout. Mais quand vous avez par exemple, quand vous voulez faire une bibliothèque d'un point de lecture et que vous avez des cadres qui ont fait l'université, donc qui connaissent le livre, qui vous disent en sous-sous je traduis en français, lui il croit que c'est des papiers qu'on mange ici. Quand ça vient de quelqu'un qui est analphabète, je veux bien faire l'effort de le comprendre. Je rappelle qu'il n'a pas forcément choisi d'être analphabète. Et ce n'est pas bon. Mais quand ça vient de quelqu'un qui a eu la chance d'aller à l'université, d'être un peu instruit et qui travaille en tant que cadre dans la fonction publique, qui dit ça, non seulement je le trouve condamnable et je le ramène dos à dos avec lui-même ou face à face avec lui-même, je lui pose la question de savoir. Alors, j'ai rien dit à l'époque, hein, ça m'a fait sourire en coin. J'allais dire sourire jaune. Je le renvoie, par exemple, à pourquoi tous les matins, il envoie ses enfants à l'école. S'il dit une énormité pareille. Et en plus de ça, il le pensait foncièrement. Donc, quand on a des adultes comme ça qui peuvent dire des bêtises pareilles, il faut leur dire, quand l'occasion se présente, que ce sont non seulement des criminels de la conscience dans ce pays, mais qu'ils ne contribuent pas à l'émancipation des enfants et de la Guinée, et ils ne valorisent pas la culture guinéenne, ils ne se valorisent pas eux-mêmes, ce qui signifie que vous avez buté contre des difficultés administratives. Non, des difficultés de faire comprendre qu'il y avait l'utilité du projet. L'utilité du projet. Mobiliser les gens autour, alors, ça ne les intéresse pas, M. Traoré. Oui, mais moi, Kaba, j'y crois et j'irai jusqu'au bout et c'est ce que j'ai fait. Le débat est très intéressant. Je rappelle aux auditeurs que vous avez une émission qu'on appelle Carambole pour parler de vos livres. Mais pour terminer cette émission, je vais vous demander une dernière question. Je vais vous poser une dernière question. Vous cochez aussi les artistes, les peintres comme Georges Diobaté, Emmanuel Delamou. Comment ça se passe? Alors, comme je vous disais, la lecture et l'écriture sont une passion pour moi, et aussi j'aime aussi l'art. L'art qui est sous la forme de peinture. Les deux artistes que vous venez de citer sont des artistes peintres qu'on voit sur les bords de route, pourtant qui sont pleins de talent. D'accord. Franchement, qui sont pleins de talent. Dans le cas, par exemple, du jeune King Emmanuel, je l'ai juste un peu approché. Il avait déjà le talent. Je l'ai un peu coaché pour lui donner un peu plus de rigueur dans son définition dans ses travaux. Et on en est arrivé jusqu'à faire une expo, un vernissage pour lui au Centre culturel franco-guinéen, ce qui l'a fait connaître au grand public. En tout cas, j'ai fait ça avec lui et j'ai même acheté plus de, j'allais dire, une soixantaine d'œuvres à ce jeune artiste. D'accord. J'ai fait aussi une expo de ses œuvres en France, en Bretagne. D'accord. J'ai aussi donc Georges Diobaté, qui fut le maître donc, de King Emmanuel. J'allais presque dire l'élève a dépassé le maître, mais le maître, malheureusement, il fait maintenant de l'alimentaire. Donc je l'ai poussé à faire vraiment sortir encore de cet alimentaire. Pour faire vraiment des œuvres artistiques. Et il a fait de belles œuvres. Nous avons fait aussi un vernissage pour Georges Diobaté au Centre culturel franco-guinéen, que nous avons effectivement comme un beau centre pour faire des vernissages. Donc j'essaie de soutenir autant que faire se peut de jeunes artistes autour de moi, en apportant, comme je vous l'avais dit en entrée, en entrée d'émission, mon expérience acquise à l'international, qui n'est pas nécessairement toujours sur des actions de contrôleur de gestion, mais de ma passion que je partage avec les jeunes, sachant que l'art, c'est ce qui nous permet de nous mettre au-dessus de notre misérable condition humaine. Parfait. Alors, merci à M. Stéphane, donc à vous, M. Stéphane Kefin Kaba, véritable soldat de la culture. Merci vraiment d'avoir accepté de jouer carte sur table avec nous. Merci de m'avoir invité.
quand vous voulez, monsieur Kaba. Il n'y a aucun souci, monsieur. Voilà, et merci à Korka. Korka me dit qu'elle a une toute dernière question. Je ne sais pas si c'est possible. Il y a plusieurs réactions, mais il y a un une autre toute qui dernière écrit. question, oui. Il dit que je suis un jeune étudiant qui a un projet d'écrire un livre. Je tends vers la fin, mais j'ai pas d'abord eu quelqu'un qui a déjà écrit un livre pour me guider. Est-il possible d'être en contact avec vous? Oui. C'est ce qu'il demande, qu'il tend vers. Est-ce que cela est possible? Est-ce que nous, on peut faire la courroie de transmission? Absolument. Ah, il peut toujours venir à la bibliothèque Petit Lac pour nous rencontrer. Nous sommes surtout ouverts le week-end. Donc, il prend rendez-vous. Le numéro est disponible chez vous, donc sur le net aussi. Ok. On échange. Parfait. Alors, merci pour cela. Merci donc à Korka, merci à Mohamed pour la technique. Cette émission est rediffusée à 18h et d'ici là, vous aurez à 11h Samil Cash et nous revenons demain, Inch'Allah. Allez, bye. Merci.